Merci Clémence. On ouvre à présent une page politique dans le 22h minuit de France Info. Je reçois ce soir Anne-Laure Cattelot. Bonsoir, vous êtes députée La République En Marche du Nord, membre de la Commission des Finances. Alors, petite question d'actualité pour commencer. Sommet franco-allemand aujourd'hui, Angela Merkel et Emmanuel Macron près de Berlin. Ils ont, dit-il, voulu apporter une réponse commune à la problématique du dossier des migrants. Jusqu'ici, pourtant, l'Europe s'est montrée, on va dire, impuissante ou en tout cas inefficace dans ce domaine. On sait que la réponse devra forcément venir du collectif européen. C'est un effet et des enjeux qui sont d'ordre mondiaux. Donc pour avoir une vraie gestion des flux, on le sait bien qu'il ne faudra absolument pas se limiter aux frontières de la France, mais avoir une vraie réponse et politique et organisée juridiquement ensemble en Europe. On se souvient que la semaine dernière, plusieurs députés de la majorité avaient publiquement critiqué le silence de la France dans le dossier de l'Aquarius. Notre pays aurait-il dû accueillir ce bateau, selon vous ? Je pense que la main tendue de l'Espagne, qui l'a fait extrêmement spontanément et aussi qui était dans un rayon d'action tout à fait optimal pour accueillir l'Aquarius, a bien fait de faire cette démarche. Il est bon également que la France ne soit pas toujours en première ligne en Europe. Le couple franco-allemand est bien sûr important, mais l'Espagne a pris toute sa place. Et derrière, la France a dépêché un bon nombre d'experts et notamment d'équipes sanitaires sur place, à savoir des médecins, infirmiers, membres de l'OFPRA, pour pouvoir justement accompagner et ensuite accompagner les personnes qui font les demandes d'asile en France. Ça veut dire que concrètement, sur ce thème, il y a des voix dissonantes au sein de la majorité, au sein des députés. Vous n'êtes pas tous d'accord sur la manière de traiter ce dossier des migrants ? On l'a vu en tout cas ces derniers jours. Globalement, sur l'humanisme, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On a tous été touchés par la situation de ce bateau. On est tous touchés par le cimetière que devient la Méditerranée. Maintenant, après, sur les réponses concrètes à mettre en œuvre, on pense qu'il faut absolument remettre vraiment un coup de projecteur et de surligneur sur ce qui se passe sur le continent africain, que l'Europe et la France notamment accompagnent au niveau notamment des migrants qui sont réorientés selon l'objet de leur migration. On pense que c'est surtout ça qu'il faudra valoriser parce que, après tout, quand ils sont déjà sur les côtes européennes pour des objets de migration qui ne sont pas de l'asile, alors déjà, quelque part, l'Europe a failli. Je voudrais qu'on évoque à présent le projet de loi Pacte qui a été présenté hier en Conseil des ministres et qui sera examiné à l'Assemblée à la rentrée. Vous avez d'ailleurs participé à son élaboration. Le texte ambitionne de développer l'intéressement et la participation pour les salariés des petites et moyennes entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi ? Une meilleure rémunération pour les salariés ? C'est l'un des objectifs ? Alors oui, c'est l'un des objectifs de ce grand projet de loi Pacte, qui est un projet global, à viser d'abord effectivement des entreprises, mais pas uniquement, à viser également des salariés et des citoyens plus globalement. Vous avez cité une des mesures phares de ce projet sur notamment la participation et l'intéressement. Le but est bien en fait que l'entreprise, dont l'objet initial est de créer des profits, d'ailleurs cet objet initial, nous allons le modifier pour mettre un rôle social et environnemental au sein du Code civil, donc on va quand même aller modifier une norme très importante en France, et bien qu'à cette volonté d'aller stimuler justement la croissance, les profits, on puisse y adosser finalement une bonne répartition des profits. Pour ça veut dire que jusqu'à maintenant, le constat, c'est que les salariés n'étaient pas suffisamment associés au profit des entreprises ? C'est le constat que vous avez fait ? J'allais dire, on le sait tous finalement dans la société, dans nos proches également. La plupart du temps, la participation, l'intéressement, c'est le fait des grandes entreprises de ce pays, moins de la partie TPE, PME. Or là, en fait, on va pouvoir permettre aux entreprises TPE et PME d'avoir des procédures pour permettre l'intéressement et la participation des salariés et pour eux également à faible coût financier et fiscal. Alors, dans les éléments de langage qui nous ont été donnés tout au long de la journée d'hier, notamment par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il y avait l'idée qu'il faut désormais libérer les entreprises. Elles sont bloquées, nos entreprises, aujourd'hui ? On peut dire oui qu'il y a une partie de blocage. On le sait bien qu'il y a un poids administratif quand on veut créer son entreprise, la développer ou bien la transmettre, et qu'à l'heure actuelle, il faut justement aller lever ces freins. Le frein de la création, par exemple, c'est d'avoir accès à toutes les informations en ligne pour pouvoir créer son entreprise. Et même après, les procédures administratives facilitées, ça va passer par un guichet unique qui va être créé dans les années qui viennent, justement, pour centraliser et l'offre d'accompagnement ingénierie et l'offre de financement autour de la création d'entreprise. Pour les développements, ça veut dire que, par exemple, vous allez aussi avoir un guichet unique pour l'export pour les PME. On sait bien que ce n'est pas une voie naturelle pour justement la partie commercialisation. Donc on va inciter nos PME à leur faciliter la vie. Mais ça passe également par la phase de transmission. Et on le sait bien, dans la pyramide des âges de nos chefs d'entreprise, il y a un besoin de préparer l'acte de transmission dans les 5 à 10 ans qui viennent.
La semaine dernière, vous avez été interpellé de manière spectaculaire par des cheminots. Ils ont construit un muret devant votre permanence parlementaire à Aulnoy, hein, dans le Nord. Les échanges ont été houleux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, Aulnoy-Emery, là où j'ai ma permanence, c'est un fief des terres cheminotes du Nord. Il est important de noter quand même que j'ai toujours maintenu le dialogue avec l'ensemble des syndicats sur le territoire et plus largement sur le sujet des transports, puisque je suis également commissaire aux finances en charge du budget des transports. Donc, on va dire qu'ils savaient également à quelle porte taper. Mais vous défendez évidemment la réforme au nom du gouvernement. Alors, j'ai toujours eu avec eux un discours de transparence que je pense est essentiel chez les députés, à savoir, nous avions des points de convergence notamment sur le sac à dos social, la protection de leur statut, quand on rentre dans l'entreprise et qu'on s'est engagé et qu'on avait certaines conditions de travail, qu'on s'assure pour eux qu'il y ait une forme de pérennité. Mais par contre, j'étais tout à fait pour l'ouverture à la concurrence et également faciliter leur mobilité une fois que, par exemple, une ligne, un réseau était transmis à la concurrence. Donc voilà, il y a vraiment eu, il faut le dire, un acte politique. On est à ce moment-là quand même dans une ouverture avec un calendrier d'élections syndicales qui arrive et la violence quand même à laquelle j'ai été soumise était vraiment du fait particulièrement d'un syndicat, absolument pas de la majorité des cheminots. Les syndicats ne sont pas d'accord sur la suite du mouvement. On l'a vu aujourd'hui, l'union syndicale se fissure sur la suite de la grève. C'est un soulagement, une forme de victoire pour vous ? Je pense que ça va être un soulagement pour beaucoup de Français, honnêtement. Parce que vous n'avez pas toujours votre employeur ou bien tout simplement vos conditions de travail qui vous permettent d'avoir de la flexibilité dans vos horaires. Donc moi, je connais beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, ont été pénalisées du fait des grèves, parfois des périodes d'essai qui ont été rompues, ou bien tout simplement des accès aux examens qui ont été un petit peu compliqués, il faut quand même le dire, parce qu'il n'y avait pas que le bac, il y a également des gens qui vont à la fac en train. Donc voilà, moi, un territoire comme le mien, qui est très maillé par le rail, a été particulièrement touché. Maintenant, je pense que là, au niveau syndical, il y a des syndicats qui ont compris que le dialogue qu'on avait mené avec le gouvernement était un dialogue social franc, sincère, constructif, qui a mené à une réforme qui a été quand même votée de façon très large et au-delà de la majorité, par mes collègues parlementaires et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc les réformistes, UNSA, CFDT, nous verrons ce qu'ils feront, ont en tout cas acté que la grève, dans le temps maintenant de dialogue social pour la convention collective ferroviaire, n'était plus, l'action ne passait plus par la grève tout simplement, mais par le vrai dialogue avec la direction. Anne-Laure Cattelot, merci.